La révolution numérique, elle a vraiment tout changé. Notre manière de travailler, de consommer, même d'interagir les uns avec les autres. Plus rien n'est comme avant. Et pour les entreprises, eh bien c'est un monde complètement nouveau qui s'est ouvert. Un monde plein de promesses, c'est sûr, mais aussi plein de défis. Allez, on va décortiquer ensemble les nouvelles règles du jeu. Et voilà la question clé. Parce que, au fond, il ne s'agit pas juste de nouveaux outils ou de nouvelles technologies. Non, non. C'est carrément toute la structure de l'économie qui est en pleine réinvention. Alors, comment on fait pour naviguer là-dedans? C'est justement ce qu'on va explorer. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par les bases. C'est quoi, au juste, l'économie numérique? En fait, tout part d'un seul et même élément, la donnée. La donnée numérique. On dit souvent que c'est le nouveau pétrole, le pétrole du 21e siècle, et c'est pas pour rien. Sa gestion, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette nouvelle ère. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'économie numérique, ça couvre un champ d'activité qui est juste immense. Évidemment, on pense tout de suite au e-commerce, aux réseaux sociaux, aux plateformes de streaming, au cloud, mais en réalité, son influence va bien au-delà de tout ça. En fait, on peut voir cette économie comme reposant sur trois gros piliers, et ils sont inséparables. D'abord, il y a le pilier technologique. Logique, c'est lui qui nous donne les outils. Ensuite, le pilier économique, avec l'invention de tous ces nouveaux modèles d'affaires. Et pour finir, le pilier social, qui reflète nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attentes. Et c'est vraiment le mélange de ces trois forces qui dessine le monde numérique d'aujourd'hui. Alors forcément, qui dit nouvelle économie dit nouveaux concurrents. Les règles du jeu ont été complètement rebattues et on a vu débarquer de nouveaux acteurs qui sont venus bousculer très fort les entreprises, disons, plus traditionnelles. Alors là, il y a un terme à connaître absolument, les pure players. C'est quoi? Eh bien, ce sont des boîtes qui sont nées sur Internet et qui opèrent à 100% en ligne. Pas de boutique, pas de magasin physique. Et ça change tout. Ça leur donne souvent des coûts beaucoup plus bas et une agilité, mais une agilité redoutable face aux entreprises historiques. Et puis, il y a un autre phénomène dont on a beaucoup entendu parler, l'ubérisation. Le principe est simple, une plateforme numérique met en relation directe des clients et des prestataires de services, souvent en temps réel. Et ça a complètement révolutionné des secteurs entiers. Le transport, la livraison de repas, le logement, la liste est longue. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, le voyage. Avant, pour réserver un billet d'avion, on allait où? Dans une agence de voyage, l'intermédiaire. Le numérique, dans un premier temps, a permis de se passer de cet intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Sauf que, de nouvelles plateformes en ligne sont arrivées et sont devenues de nouveaux intermédiaires. C'est la réintermédiation. On voit bien que le jeu a totalement changé. Ok, mais toute cette dématérialisation, ça soulève une question hyper importante. Si la valeur d'une entreprise ne se trouve plus dans ses usines ou ses machines, mais dans ses logiciels, ses sites web, ses données, comment est-ce qu'on protège tout ça? Et là, on touche à un enjeu qui est juste critique. Parce que c'est bien beau de créer de la valeur dans le numérique, mais si on ne peut pas la protéger, ça ne sert pas à grand-chose. Heureusement, le droit a suivi et il existe des outils pour ça. Ce schéma peut paraître un peu complexe au premier abord, mais en fait, il est super utile. C'est une sorte de feuille de route. Il nous montre que chaque type d'actif numérique, que ce soit un site web, un logiciel ou même un nom de domaine, a sa propre protection juridique. Et pour tout ce qui est création originale, l'outil numéro 1, c'est de loin le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, c'est vraiment très large. Prenez un site web, ça va protéger le design, les textes, les images et même le code. Pareil pour un logiciel, le code source, l'interface pour l'utilisateur, tout ça, c'est protégeable. En gros, dès qu'il y a une création de l'esprit qui est originale, le droit d'auteur peut s'appliquer. Mais attention, pour qu'une œuvre soit protégée, il y a 2 conditions à respecter. C'est simple. Premièrement, l'originalité. L'œuvre doit porter ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de son auteur. C'est une création unique. Deuxièmement, la concrétisation. Ça veut dire qu'une simple idée, dans sa tête, ça ne se protège pas. Il faut qu'elle soit matérialisée, mise en forme. Alors, plongeons un peu plus dans ce fameux droit d'auteur. Ce n'est pas juste un seul gros bloc. En réalité, il y a 2 grandes catégories de droits, 2 facettes qui protègent le créateur de manière très différente mais complémentaire. D'un côté, on a ce qu'on appelle les droits moraux. Eux, ils sont liés directement à la personne du créateur. Ils sont perpétuels et incessibles, on ne peut pas les vendre. Et de l'autre côté, il y a les droits patrimoniaux. Là, on parle d'argent, de l'exploitation économique de l'œuvre, et cela, on peut les vendre, les céder, et ils ont une durée limitée dans le temps. Ok, mais concrètement, les droits moraux, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le droit de dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'est le droit de paternité. C'est aussi le droit de décider quand l'œuvre sera montrée au public. C'est le droit de refuser qu'on la modifie n'importe comment. Et c'est même le droit de la retirer du circuit si on le souhaite. En bref, c'est la protection du lien personnel entre le créateur et son œuvre.
Les droits patrimoniaux, comme leur nom l'indique, c'est le côté patrimoine, le côté économique. C'est ce qui permet à l'auteur de contrôler l'exploitation de son œuvre et bien sûr d'en tirer un revenu. Ça inclut le droit d'autoriser ou d'interdire les copies, la diffusion en public, les adaptations, comme les traductions, ou tout simplement la vente. Bon, avoir des droits pour se protéger, c'est une excellente chose. Mais il ne faut pas être naïf. Le monde numérique, c'est aussi un endroit plein de risques bien spécifiques. Des risques qu'il faut absolument connaître pour pouvoir s'en défendre. Un des risques les plus courants, c'est la concurrence déloyale. C'est assez simple à comprendre, c'est quand un concurrent va copier un concept, un site web, une présentation, juste pour semer la confusion chez les clients et leur piquer des parts de marché. Le tout, évidemment, sans avoir fait le moindre investissement en recherche et développement. Et puis, il y a deux autres pratiques malveillantes très liées au nom de domaine. D'abord, le cybersquatting. Là, c'est quelqu'un qui enregistre un nom de domaine qui correspond à une marque connue, pas pour l'utiliser, mais juste pour le revendre une fortune à cette marque. Et ensuite, le typo-squatting. C'est un peu plus vicieux. On enregistre un nom de domaine avec une faute de frappe commune d'un site très connu, genre Google avec un seul O, pour piéger les gens qui font l'erreur. Ce sont deux menaces à vraiment avoir à l'œil. Et on finit sur cette question, qui est une vraie réflexion de fond. Dans ce monde numérique, où tout, absolument tout, peut être copié et partagé en une seconde, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La création elle-même ou la capacité à la protéger? L'innovation, c'est clair, c'est le moteur. Mais sans une protection solide, cette innovation risque de s'évaporer. L'avenir appartiendra sans doute à ceux qui sauront jongler avec les deux.